Très bien, donc nous allons commencer. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu à cette conférence qui fait partie de notre campagne contre le sexisme et le harcèlement à l'Université de Neuchâtel, campagne qu'on vient de lancer ce lundi. Avant que je commence, je voulais juste vous informer, peut-être vous avez déjà vu, il y a des caméras, donc la conférence sera filmée pour qu'elle puisse être disponible après également sur notre site. S'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, il faudrait juste nous informer maintenant. Pas pour sortir de la salle, mais simplement on va vous flouter après dans le montage. Donc s'il y a tout le monde qui est OK avec ça, parfait, on va commencer. Je vais faire une bref introduction sur ce qui va se passer ce soir. Donc on va d'abord avoir M. Stoffel, le recteur, qui va faire un mot d'introduction pour cette conférence. Ensuite, je vous présenterai Cléa Fanico, la docteure qui fera la conférence aujourd'hui. Je vous donnerai plus de détails tout à l'heure. Et puis ensuite, à la fin, on aura un espace de discussion où vous pourrez poser des questions tant à Mme Fanico qu'à M. Stoffel. On a aussi Mme Mantillieri qui est ici avec nous, qui est responsable du service égalité à Genève, qui sont, on va dire, ceux qui ont débuté cette campagne, et puis on s'en est largement inspiré, voire plus. Donc elle est également là si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est fait à Genève, elle répondra très volontiers. Donc sans plus tarder, je passe la parole à M. Stoffel, qui fera une brève introduction, et ensuite je reprendrai le micro. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, alors comme je dois utiliser le micro, je ne vais pas lire mon texte, je vais essayer de rester assez libre comme possible. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, on avait lancé au niveau rectorat cette campagne au début de cette semaine, en principe avec 3 phrases. On a dit que le respect, c'est une valeur fondamentale de notre université. Deuxième chose, on aimerait que toutes les personnes qui se trouvent à l'université se trouvent dans un milieu de bienveillance. Et la conséquence, c'est on n'accepte pas du tout, on n'a aucune tolérance par rapport à l'harcèlement. Ça, c'est les 3 phrases, je dirais, qui, côté rectorat, ont marqué cette semaine-là. Et avant de commencer, alors il y a eu beaucoup de choses que vous avez pu voir. Alors je pense que ce soir-là, c'est un des grands événements de cette semaine-là. Il y avait des grands événements, c'était les stands qui se trouvaient dans les facultés lundi et mardi. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'endroits des affiches. Il y a un dépliant, il y a un nouveau site web et il y a pas mal de vidéos qui étaient aussi réalisées dans ce contexte-là. Ça, c'est les événements qui étaient réalisés. Pour faire ça, j'aimerais commencer avec quelques remerciements. Alors, les premiers remerciements, j'aimerais adresser à l'Université de Genève qui nous a autorisé d'utiliser largement une campagne qu'ils ont développée dans leur propre contexte. Et j'aimerais particulièrement saluer la responsable du bureau au service d'égalité des chances de l'Université de Genève qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bienvenue et merci beaucoup. Après, j'aimerais continuer à remercier à toute la communauté universitaire, les chercheuses, les chercheurs, les étudiantes, les étudiants, les collaboratrices, les collaborateurs. C'est toutes ces personnes-là qui ont contribué à la réussite de cette semaine-là. Et en particulier, j'aimerais remercier le service de ressources humaines. Et au sein du service de ressources humaines, Mme Wüttrich et Mme Stegmann, qui ont vraiment beaucoup œuvré pour faire de cette semaine-là une semaine de succès. Merci beaucoup à vous. Autre élément qu'on a d'une certaine manière anticipé un petit peu par rapport à cette semaine-là, c'est que à partir depuis mars plutôt, la communauté universitaire a la possibilité de s'adresser à une médiatrice, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait notre médiateur qui nous est très fidèle depuis très, très nombreuses années. Alors, c'était un élément pour nous important d'offrir à la communauté la possibilité de s'adresser à une femme et à un homme en même temps s'il y a des cas de problèmes au sein de l'institution, au niveau travail, au niveau études et ainsi de suite. Un élément de plus qui n'était pas planifié, qu'on n'avait rien pour, mais c'est une sorte de télécopage, on pourrait dire, sur cette semaine-là, c'est que les médias nous ont fait apprendre au début de la semaine, d'ailleurs lundi, qu'un ancien étudiant de l'université était condamné pour harcèlement par la justice du canton de Neuchâtel. Alors, ça nous montre quand même à quel point c'est important, on ne peut pas laisser tomber ces questions de harcèlement, mais ça montre aussi que si on insiste, on peut aussi avoir des résultats. Ce cas-là, d'ailleurs, est assez intéressant de faire d'autres analyses. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que la condamnation était réduite tout simplement par le fait que les personnes qui ont porté plainte n'avaient pas suffisamment de faits
pour démontrer qu'il y avait des problèmes. Les paroles de ces personnes n'étaient pas mises en question, mais ce n'était pas suffisamment pour les autorités de prendre des décisions, ou disons des décisions plus drastiques. Et ça, c'était une partie de la motivation aussi de créer notre site web. Et sur le site web, vous trouvez beaucoup d'informations de justement comment procéder, quels sont les éléments importants, comment on devrait faire, entre autres aussi des conseils, comment documenter s'il y a des problèmes, soit par des documents écrits, soit par des témoignages, s'il y a des problèmes au niveau oral, verbal et ainsi de suite. Alors ça, c'est certainement un élément qui est autrement important qu'on peut dire, disons, tirer comme conclusion à partir de ce cas-là. Un autre élément, je dirais, important, c'est que ça va dans la même direction. C'est la faculté qui était la faculté de cet étudiant à l'époque. Elle nous a écrit un mail, et dans ce mail-là, elle nous a dit, ouais, à l'époque, nous, on ne savait pas trop comment faire. Et ça a pris beaucoup de temps, jusqu'à les résultats sont réellement remontés aux autorités universitaires et après policières pour que le dossier avance. Et dans le même message ou dans la même séquence de messages, la même faculté, après avoir consulté les sites, elle nous a également confirmé que maintenant les choses ont changé, elles sauraient nettement mieux faire. Et je pense que c'est très grave, pas seulement partiellement, mais d'une manière assez importante à cause du site qui était créé. Alors ça, c'est les quelques éléments liés à ces derniers événements. Alors, j'aimerais peut-être pas aller beaucoup plus loin avec cette introduction. Alors, tout ce qu'on a appris jusque-là était plutôt positif. On a eu l'occasion de faire quelques échanges. On va plutôt chercher les feedbacks négatifs qu'on a eus jusque-là. Alors, dans ce sens-là, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici dans cette salle et je vous remercie de votre présence et on prend vraiment cette présence comme un encouragement. Et l'encouragement, on ne va pas cesser notre travail à ce niveau-là parce que je ne vais pas dévoiler des secrets, mais le Bureau d'égalité et chances va dévoiler un autre projet assez important. Et voilà, ça c'est chaque élément, ça se met, alors ça va être la semaine prochaine où ça sera dévoilé. Ce soir, c'est la lutte contre le harcèlement. Alors bienvenue et merci beaucoup pour votre présence. Merci bien. Je vais juste vous donner quelques informations sur Cléa Fanico. Je sais que je vais faire tout juste. Quand j'ai commencé à lire son CV, je me suis dit si je fais tout le CV, je vais prendre tout le temps de la conférence, donc c'est pas la peine, donc je vais aller très bref. Donc, elle a fait son doctorat à l'université de Lausanne, et non pas Genève, comme j'avais cru, en psychologie sociale. Ensuite, elle a continué ses recherches postdoctorales à l'université de Genève, mais également aux Pays-Bas, que ce soit à l'université de Leiden ou de Utrecht. Ensuite, elle est revenue en Suisse à Genève. Elle a été chargée de cours, où le cours est principalement dirigé sur les préjugés. C'est correct ? Exactement. Donc peut-être qu'elle vous donnera plus de détails après. Elle est également chargée d'enseignement à l'université de Neuchâtel, à l'Institut de psychologie et d'éducation en psychologie sociale, justement, le cours de psychologie sociale. Ces domaines d'activité, on va dire, académiques, ou en tout cas d'expertise académique, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, en psychologie sociale, mais également sur tout ce qui touche aux carrières féminines, tout ce qui peut toucher au leadership féminin, et puis surtout les obstacles, en fait, que celles-ci peuvent rencontrer pendant leur carrière. Et elle a fait d'ailleurs une étude qui est un élément assez clé pour nous, parce que c'est le départ, on va dire, de la campagne de Genève, qui est le départ de notre campagne. Cette étude était assez longue et elle touchait sur l'analyse du facteur humain dans les carrières académiques à l'Université de Genève. Et c'est là qu'on a quelque part découvert, ou en tout cas mis en valeur le fait que le sexisme et le harcèlement sexuel peut être un des freins aux carrières académiques féminines. Et je crois que c'est de là en fait que tout a commencé. Mais donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole parce que je pense qu'elle pourra en parler beaucoup mieux que moi. Et je vous invite à l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements et de chaleur, parce qu'elle a fait beaucoup de travail pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très touchée d'être ce soir avec vous et puis de pouvoir partager cette étude avec mes collègues et avec quelques étudiantes que je vois ici qui ont suivi mon cours de psychologie à l'université de Neuchâtel. Donc, premièrement, je voudrais dire quelques mots par rapport au contexte de cette étude. En 2014, j'étais contactée par Madame Mantellieri qui m'a proposé de réaliser
une étude sur le sexisme dans le monde académique. Et bien sûr, j'étais très intéressée par cette proposition en tant que chercheuse, mais en tant que femme qui rencontre aussi des difficultés lors de la carrière. Et à cette époque, avec Brigitte, on a essayé de comprendre ces chiffres qui venaient du bureau de statistique de l'Université de Genève. En effet, ce tableau montre qu'il n'y a pas une différence significative entre les femmes et les hommes qui démarrent une carrière académique à l'Université de Genève. Par contre, au fur et à mesure que les femmes avancent dans leur carrière académique, on constate que le pourcentage de femmes qui arrivent à avoir des positions de professeurs diminue. Et en regardant ces chiffres, on s'est dit qu'il faut faire cette étude pour comprendre ce phénomène ciseau. Pourquoi les femmes et les hommes démarrent avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, une carrière académique, mais après, les femmes, malheureusement, elles disparaissent du domaine académique. Donc, pour cela, on a décidé d'examiner une série de facteurs. Donc, on a essayé dans un premier temps d'examiner des différences entre les femmes et les hommes, s'il y en avait, et ensuite d'explorer différents facteurs qui étaient liés au climat, à l'environnement de travail à l'Université de Genève. Donc, pour cela, j'ai proposé de combiner deux types de données quantitatives et les données qualitatives, en sachant qu'à l'époque, donc c'était en 2014, c'était encore très tabou de parler du sujet du sexisme. Donc, pour convaincre les individus qu'il y avait un problème à l'Université de Genève, c'était important d'avoir des représentations importantes qu'on pouvait avoir via les questionnaires, mais aussi d'aller creuser aussi les témoignages des différentes personnes que j'ai pu interviewer via les entretiens. Ce questionnaire a été envoyé à tout le personnel académique de l'Université de Genève. Il a été rempli par des femmes et par des hommes qui étaient affiliés à différentes positions hiérarchiques à l'Université de Genève et qui étaient également affiliés à différentes facultés. Donc, en termes de représentation, il y a eu un pourcentage assez important de personnes qui ont accepté de remplir notre questionnaire. Tout à l'heure, je mentionnais qu'on a démarré à explorer les différences individuelles entre les femmes et les hommes. Alors, pour faire cela, on a décidé de prendre en compte un groupe assez large de différences individuelles, qui pourraient être individuelles, qui concernent notamment l'engagement professionnel, qui concernent la motivation des femmes et des hommes pour faire une carrière académique. Ensuite, on a exploré l'engagement des femmes et des hommes toujours par rapport à leur travail, par rapport à la recherche, au-delà des heures de travail légal. Et on a exploré aussi s'il y avait une différence entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les choix difficiles qu'ils ont effectués pour avancer dans leur carrière. Le premier élément donc, concerne l'engagement personnel. Pour mesurer l'engagement personnel, j'ai construit une série d'items de type ma carrière professionnelle a une place centrale dans ma vie et les personnes qui ont répondu à ce questionnaire étaient invitées de donner leurs opinions par rapport à ces items ou par rapport à ces questions en utilisant une échelle de 1 à 7, donc qui varie de 1, pas du tout d'accord, à 7, tout à fait d'accord. Donc, l'engagement à la carrière, c'était un des premiers éléments qui a été mesuré. Et sans surprise, et contrairement aux stéréotypes et aux commentaires qu'on peut croiser à l'université, cette première analyse montre qu'il n'y a pas une différence significative entre les femmes et les hommes en ce qui concerne leur engagement à la carrière. Donc, les femmes et les hommes sont engagés de la même façon, dans le même degré à leur carrière. Ensuite, j'ai mesuré une autre dimension qui est la motivation avancée dans la carrière. Donc, pour cela, j'ai mis à la disposition des participants et des participantes une autre série d'items
de type je suis motivée à développer mon réseau académique et professionnel ou je suis motivée à participer aux conférences nationales et internationales. Donc l'idée était cette fois d'avoir quelques indices plus objectifs et plus concrets par rapport à l'engagement et par rapport à la motivation. De nouveau, ici, on accorde les résultats précédents. On constate que les femmes et les hommes montrent à peu près le même niveau en ce qui concerne leur motivation à faire une carrière académique. Le troisième élément mesuré, c'était de voir à quel point les femmes et les hommes qui travaillent à l'université font des heures supplémentaires. Donc pour cela, je construis des items de type je consacrerai beaucoup de temps à mon travail le soir ou le week-end, ou j'annule ou j'ai annulé, raccourci, retardé des vacances afin de satisfaire des engagements professionnels. Donc de nouveau, ici, pas de différence entre les femmes et les hommes. Donc l'engagement reste le même. L'autre dimension que j'ai mesurée concerne à quel point les femmes, elles mettent leur carrière, ou les hommes, ils mettent leur carrière avant leur vie en couple ou avant leur projet familial. Donc pour cela, j'ai construit deux items. Donc j'ai adapté mon projet d'avoir mes enfants en fonction des exigences imposées pour ma carrière, ou il m'est arrivé de placer ma carrière avant la relation en couple. Et ici, on constate qu'il y a une différence significative entre les femmes et les hommes. En effet, les femmes, elles déclarent plus souvent que les hommes d'avoir fait des choix difficiles pour avancer dans leur carrière. De nouveau, ce résultat va à l'encontre des stéréotypes qui montrent qu'une fois une femme elle a un enfant, pour elle, sa carrière elle est terminée. Au contraire, les réponses des personnes qui ont rempli ce questionnaire montrent que pour les femmes, donc les femmes qui démarrent une carrière académique, les choix de carrière sont très importants. Donc, quel est le message à retenir par rapport à ces premiers résultats? On ne peut pas expliquer la faible représentation de femmes dans la position de professeur avec des différences individuelles. On ne peut pas expliquer ce phénomène-là en disant que s'il y a peu de femmes, c'est parce que les femmes, elles ne sont pas engagées à leur carrière, elles ne sont pas motivées à faire une carrière académique, ou les femmes, elles ne se donnent pas à fond à la carrière académique. Non, les femmes, elles sont aussi engagées, aussi motivées que les hommes de faire une carrière académique. Donc, ce n'est pas une question de différence individuelle, ce n'est pas parce que les femmes elles sont moins engagées qu'elles n'arrivent pas. Il faut aller chercher ailleurs. Où? À l'université, dans la culture du travail, dans l'environnement du travail, dans des commentaires que les femmes elles peuvent rencontrer lors de leur carrière. Donc pour cela, j'ai pris en considération différents facteurs ou différentes dimensions. Par exemple, le sexisme perçu à l'université, le soutien perçu de la part de la hiérarchie, de la part des collègues. Et un autre facteur important, c'est l'impact de la parentalité. Comment le fait d'être maman ou d'être papa est perçu, reçu, accueilli au sein de l'université. Et je vais répondre à toutes ces questions un par un. Le premier élément concerné, c'est le sexisme. Donc, est-ce qu'il y a du sexisme à l'université de Genève? Donc, pour faire cela, j'ai construit une série d'items, une série de questions. De type, parfois j'entends des blagues sexistes par rapport aux compétences des femmes, ou les compétences professionnelles des femmes sont parfois remises en cause, ou les erreurs professionnelles des femmes sont moins tolérées que celles des hommes. Et comme vous pouvez le constater, ce sont les femmes, plus que les hommes, qui reconnaissent qu'il y a un problème de sexisme à l'université de Genève. Et dans quelques cas, les moyennes, elles sont assez élevées.
Donc, le premier facteur qui pourrait comprendre la faible représentation de femmes dans les positions de professeurs pourrait être lié à l'existence du sexisme au sein de l'université. Un autre élément qui est aussi très important et qui est bien sûr en lien avec l'adhésion au sexisme concerne le soutien reçu de la part de la hiérarchie. Pour mesurer le soutien reçu de la part de la hiérarchie, j'ai créé des items de type « je suis » ou « j'ai été suffisamment soutenu de la part de mon supérieur hiérarchique » ou « ma supérieure hiérarchique ne prend pas ou n'a pas pris suffisamment ma carrière académique ». Donc j'ai renversé cet item pour le deuxième pour pas avoir une moyenne ou un score positif qui nous permet de mesurer le soutien perçu. Qu'est-ce que ce graphique montre? Premièrement, il met en évidence un effet très simple. Il montre que les femmes, elles ont l'impression d'être moins bien soutenues de la part de leur hiérarchie. Donc ça, c'est un élément important et puis en accord avec les perceptions du sexisme. Le deuxième élément important qui nous permet aussi de voir comment les femmes elles sont soutenues lors de leur carrière académique, et le fait que chez les femmes, il y a une différence de perception de soutien reçu en fonction de leur stade de carrière. Plus concrètement, on voit qu'au fur et à mesure avancent dans leur carrière, moins elles ont l'impression d'être soutenues de la part de leur hiérarchie. Tandis que chez les hommes, peu importe le fait s'ils sont des jeunes chercheurs ou ils sont des chercheurs avancés ou des jeunes chercheurs avancés, il n'y a pas de différence significative. Donc plus les femmes elles avancent dans leur carrière, plus elles croisent des rencontres, des difficultés, et moins elles ont des réponses positives par rapport à demandes de soutien. On va voir un peu plus tard comment ce soutien il est matérialisé, opérationnalisé via les entretiens. Un troisième élément qui est lié au climat de l'université, c'est l'impact de parentalité. Comment la parentalité est perçue. Donc, pour cela, j'ai créé deux items très simples. Et par rapport à ces items-là, donc le fait d'être mère est perçu comme un frein plus important pour la carrière que le fait d'être père. On va voir un peu plus tard comment ces difficultés elles s'affichent. Ce n'est pas du tout une question de difficulté d'articulation vie privée, vie professionnelle, mais c'est plutôt une question de difficulté ou de réception, de mauvaise réception, d'un mauvais accueil au sein de l'université constaté chez les femmes. Donc, le message à retenir en fonction de cette deuxième partie d'analyse, c'est que quand même il y a des différences entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils font carrière. Donc les femmes, elles déclarent plus que les hommes qu'il y a un problème de sexisme. Les femmes, elles déclarent plus que les hommes qu'elles ne sont pas soutenues de la part de leur hiérarchie. Et les femmes déclarent aussi que le fait d'être maman n'est pas reçu de la même façon que le fait d'être papa. Cette première étude, comme vous avez constaté, elle se base sur les chiffres, mais les mots parlent mieux que les chiffres. Donc c'est pour cela, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais me concentrer sur des témoignages qui viennent de cette étude et qui nous permettent de mieux comprendre les difficultés que les femmes rencontrent lors de leur carrière académique. Pour cela, donc j'ai eu en disposition 85 entretiens que j'ai pu réaliser avec des femmes, des hommes, surtout des femmes, mais aussi des hommes, pour voir si les représentations des hommes sur les difficultés que les femmes rencontrent sont les mêmes ou pas. Et lors de ces entretiens, j'ai pu identifier plusieurs éléments qui nous permettent de mieux comprendre les chiffres auxquels vous êtes exposés tout à l'heure. La première dimension à explorer via les entretiens, c'était le sexisme. Avant de vous présenter, de partager avec vous différents témoignages du sexisme,
Je voudrais faire une petite partie théorique qui nous permet de comprendre mieux comment on peut comprendre différentes formes de sexisme à l'université. Je vous propose de faire un petit retour à votre enfance ou de faire un petit retour au bouquin que vous avez lu à vos enfants ou à vos petits-enfants. J'en suis sûre que dans ces bouquins, les images ou les représentations de femmes, elles sont assez contradictoires. La femme, parfois, elle est présentée comme une sorcière, mais elle est aussi présentée comme une sainte. Donc, les représentations, les attitudes envers les femmes, elles ne sont pas dichotomiques, elles ne sont pas noires, elles ne sont pas blanches. Il y a une sorte d'ambivalence dans les attitudes, dans les opinions que nous, on peut avoir envers les femmes. Et deux psychologues sociaux américains, donc Susan Fiske et Peter Dick, ils se sont inspirés par cette ambivalence constatée dans les attitudes envers les femmes pour mettre en place une théorie qui s'appelle la théorie du sexisme ambivalent, qui pour moi, en tant que psychologue social, c'est une théorie exceptionnelle qui nous permet vraiment de se rendre compte de différentes nuances du sexisme et de prendre conscience aussi que des témoignages qui peuvent paraître positifs, en fait, ils ne sont pas, et qu'ils peuvent avoir des conséquences négatives sur les femmes. Donc, selon Dick et Fiske, pour mieux comprendre le sexisme, il faut prendre en compte les deux dimensions du sexisme ambivalent. Donc, d'un côté, il s'agit du sexisme hostile, et de l'autre côté, il s'agit d'une autre dimension qui s'appelle le sexisme ambivalent. C'est quoi le sexisme hostile? En effet, c'est très simple. Le sexisme hostile, il correspond à ce que dans la vie de tous les jours, on appelle de la misogynie ou du sexisme tout court. En effet, le sexisme hostile comprend une attitude négative, méprisante envers les femmes. Selon la théorie de Dick et Fiske, les femmes, elles sont considérées comme des manipulatrices aux idées féministes et agressives qui usent leur séduction pour mieux contrôler les hommes. Comment le sexisme hostile se manifeste dans la vie de tous les jours? Je vais partager avec vous un exemple qui date depuis 2 ans. Et c'est un monsieur qui était député au Parlement européen qui, lors d'une séance qui était dédiée à Bruxelles aux questions d'égalité salariale, il prend la parole et il dit que les femmes doivent gagner moins que les hommes parce qu'elles sont plus faibles, elles sont plus petites, elles sont moins intelligentes. Et des commentaires de ce type, qui sont classés comme des commentaires comme du sexisme hostile, on peut malheureusement entendre très souvent au sein de l'université. Ensuite, on a un autre pôle du sexisme ambivalent, une autre dimension du sexisme ambivalent, qui est baptisé le sexisme bienveillant. Alors, c'est quoi le sexisme bienveillant? Le sexisme bienveillant est décrit comme une attitude subjectivement positive, donc je souligne le fait subjectivement positive, qui décrit des femmes comme des créatures pures, parfaites, mais fragiles. En effet, les femmes, elles ont besoin d'un homme pour avancer dans leur carrière. Et puis, de nouveau, si on regarde un peu les contes qu'on allume à nos enfants, on va voir que dans plusieurs contes, comme La Belle endormie par exemple, ou Le Cendrillon, il y a plusieurs images qui sont en accord avec l'idée du sexisme bienveillant. Les femmes, elles ont besoin d'un homme qui va les réveiller et qui va leur permettre d'avoir un meilleur statut social. Par la suite, via une série de témoignages de doctorants, je vais mettre en évidence pourquoi le sexisme bienveillant peut avoir des effets négatifs sur la carrière. Pourquoi le sexisme bienveillant, il est pervers et négatif. Maintenant, vous savez toutes et tous quelles sont les dimensions du sexisme ambivalent, vous savez comment définir le sexisme bienveillant ou le sexisme hostile.
Donc, je peux continuer avec quelques exemples qui viennent de mon étude et que j'ai pu donc, regrouper dans deux catégories en me basant sur la théorie de Glick et Fisk. Premièrement, je vais démarrer avec quelques exemples qui font référence au sexisme bienveillant. Et c'est le témoignage d'un doctorant qui dit « Mon directeur de thèse a souvent un « ma chérie, mon enfant » pour ses doctorantes. Ensuite, un autre témoignage qui vient de la part d'une doctorante. Donc, elle confirme qu'au début de ma thèse, mon prof m'appelait la petite, puis même en présence de la secrétaire. Et encore, une autre doctorante qui dit « Il y a un prof qui m'appelle mon amour ». Si on voit ces interpellations, on se dit, bon, elles sont positives, il y a des compliments derrière. Ben non, non, en effet, ces interpellations, elles ont un sacré effet négatif sur les femmes qui les subissent, comme les témoignages suivants vont le montrer. Par exemple, je demandais à cette doctorante, qui était appelée constamment par son directeur de thèse, ma petite ou ma belle, de m'expliquer quelles étaient ses réactions par rapport à ces interpellations. Et elle m'a dit, le fait d'être appelée ma belle, ma petite, remet clairement en cause les compétences pour moi. C'est indirect, ça vient en filigrane, mais après on intériorise beaucoup ça et on reste quand même 4 ou 5 ans avec une telle personne pour faire un doctorat. Encore un témoignage qui montre de nouveau l'effet pervers du sexisme bienveillant. C'est le témoignage qui vient de la part d'une postdoctorante. Elle dit « Je faisais confiance à mon directeur de thèse qui m'appelait mon enfant. Mon enfant, termine ta thèse. Mon enfant, concentre-toi sur ta thèse. Après, on verra pour le financement de tes participations au congrès. » Et je me suis retrouvée à la fin de ma thèse avec 0 participation au congrès et la conviction que mon prof savait très bien quelle était la meilleure chose pour son enfant. Et encore un autre témoignage pour illustrer l'effet négatif du sexisme bienveillant, cette fois pas sur les perceptions des compétences de l'individu, mais sur les relations de cette personne avec ses collègues. Donc c'est le cas d'une postdoctorante, donc elle confie que tout le monde était persuadé que j'avais une relation avec mon chef, simplement parce qu'il m'appelait ma belle, et d'un coup les membres de mon équipe me gardaient loin de toutes les sorties qu'ils faisaient ensemble. Maintenant, on va compléter le cadre du sexisme ambivalent avec quelques témoignages qui sont simplement des exemples du sexisme hostile. Et je démarre avec ce témoignage qui vient de la part d'un doctorant. Donc, il m'a confié, j'ai entendu des professeurs qui maintenant sont partis à la retraite dire « Oui, les assistantes avant, on les utilisait un peu comme des dactylographes. Maintenant, elles veulent faire des doctorats. » De nouveau, un témoignage qui vient de la part d'une professeure qui a fait partie dans plusieurs commissions de nomination. Donc, elle dit, le pire que j'ai vu, c'était dans une commission de nomination. Il y avait au moins une femme et un homme qui étaient bien placés, et peut-être un autre candidat. Et donc, un des membres de la commission a dit, sur le premier candidat, je dirais ça, sur le deuxième, je dirais ça, et sur le troisième candidat, qui était la femme, je n'ai rien à dire. Et ça, je pense, c'est le truc le plus sexiste que j'ai entendu. Il n'avait rien à dire. C'était très révélateur. Je vais terminer cette partie-là avec un autre témoignage qui vient de la part d'une doctorante. Donc, elle dit, j'ai mis des jupes des fois, je me suis rendu compte que je ne mettais plus de jupes à unis. Il y a un prof qui arrive derrière moi et qui dit, ah, mais ça révélerait un homme de plus de 60 ans. Et c'est un prof qui a plus de 60 ans, le prof que j'ai actuellement, je l'entends faire des remarques sur les poitrines des étudiantes. En m'appuyant sur cette théorie du sexisme ambivalent, j'ai regroupé ces témoignages dans la catégorie du sexisme hostile, mais quand je discute avec ma collègue Karine Le Pen, qui est professeure de droit à l'Université de Genève, pour elle, c'est clairement un cas de harcèlement sexuel. Donc les limites entre le sexisme hostile et le harcèlement sexuel sont très floues.
toutes ces séries de témoignages montrent que les femmes, elles subissent beaucoup de cas de sexisme, soit hostile, soit bienveillant. Et dans ce cas-là, ces comportements sexistes, ce sont des comportements qui viennent de la part de leur hiérarchie ou de la part de leurs collègues. Mais avec cette étude, j'ai constaté aussi que les femmes, elles ne subissent pas seulement ce type de sexisme de la part de leurs collègues ou de la part de leur hiérarchie, mais également il y a beaucoup de femmes profs qui affirment qu'il y a aussi des étudiants, des étudiantes qui peuvent faire des remarques sexistes envers elles. Je vais illustrer ce propos avec deux témoignages. Le premier vient de la part d'une professeure. Elle dit « Les étudiants vont peut-être avoir plus de réticence à choisir une directrice de mémoire qu'un directeur de mémoire et vont faire de la reproduction dans notre sens, c'est-à-dire se sentir peu attirés par une femme professeure. » Et encore un autre témoignage qui va dans la même direction, qui vient de nouveau de la part d'une professeure. Elle dit « Je pense aussi que parfois certains étudiants ont peut-être une approche moins respectueuse que les profs avec les profs femmes. Des fois, je me dis, je suis sûre que si j'étais un homme, il ne ferait pas ça. » Je vais continuer maintenant avec quelques témoignages qui concernent le soutien, ou plutôt le manque de soutien de la part de la hiérarchie. Je souligne le fait, avant de lancer le témoignage, que plusieurs jeunes doctorantes ou d'autres chercheuses, des jeunes chercheuses avancées dans leur carrière, elles se plaignent du manque de soutien, pas seulement de la part des professeurs hommes, mais aussi de la part des professeurs femmes. Donc, je pense que c'est important que quand on parle des problèmes de soutien, de ne pas viser uniquement les hommes pour dire que oui, c'est ta faute, mais il y a aussi des femmes profs qui doivent prendre aussi conscience par rapport au traitement différentiel qu'elles peuvent offrir à leurs doctorants et à leurs doctorantes. Je vais continuer avec quelques exemples de soutien. Donc, le soutien ou le manque de soutien se manifeste sous plusieurs formats et sous plusieurs aspects. Donc, il peut, par exemple, prendre la forme de manque du temps de la part de directeur de thèse par rapport au travail de sa doctorante, comme ce témoignage l'illustre. Donc, cette doctorante-là, elle dit qu'aucun de mes chefs, une femme et un homme, ne prend pas le temps de me conseiller d'être mon mentor. Cependant, je pense qu'un bon chef devrait également être un bon mentor, m'expliquer les difficultés d'une carrière académique et m'aider à trouver des solutions à mieux m'en sortir. Donc, il y a un manque de mentorat, un manque de temps pour mentorer, pour conseiller les doctorantes. Une autre forme sous laquelle le manque de soutien se manifeste concerne le manque de temps par rapport aux publications préparées par les doctorantes. Et c'est par exemple le témoignage de cette MR. Donc elle dit « J'ai l'impression que donc son prof n'a jamais le temps de lire le papier que sa post-doctorante prépare. Elle doit attendre 3 mois pour avoir son feedback. Il n'a pas le temps pour elle. Par contre, il peut passer plusieurs de travail avec son doctorant. » Et bien sûr, le fait que le prof il passe très peu de temps avec les publications préparées par sa doctorante aura des répercussions négatives sur sa liste de publications et sur son avenir académique. Je vais continuer avec un autre témoignage qui montre que le manque de soutien peut se manifester aussi en manque de volonté pour financer les déplacements ou les congrès des doctorantes ou d'autres chercheuses avancées. Et c'est le cas, par exemple, de cette postdoc. Donc, elle dit « J'ai dû supplier mon chef pour qu'il paye les frais d'inscription à mon prochain congrès. Et c'est toujours la même chose alors que pour son autre postdoctorant, il n'y a aucun souci. Il peut avoir tous les financements qu'il veut. » Je vais continuer avec un autre témoignage qui montre aussi que les hommes ils sont bien soutenus de la part de leur directeur de thèse ou de la part d'autres collègues masculins quand il s'agit des procédures de nomination. Et ce n'est pas du tout le cas des femmes.
Je partage avec vous ce témoignage qui vient de la part d'une professeure. Donc, elle dit « Je peux vous donner l'exemple de mon environnement proche, puisque j'étais en concurrence avec des hommes sur le même poste qui se sont ouverts. Et c'est sûr qu'à chaque fois, les candidats masculins étaient le poulain d'un professeur, chose que moi, je n'ai jamais été. » Et je vais terminer avec un autre témoignage qui met en évidence aussi que les femmes profs, elles ne sont pas non plus motivées à soutenir les candidatures féminines. Et de nouveau, c'est le témoignage de la part d'une professeure. Donc elle dit « J'ai vu l'attitude, mais presque revancharde parfois à l'égard des candidatures féminines qui passent au collège de professeurs. Là, je n'ai pratiquement jamais vu certaines femmes qui sont là depuis très longtemps se positionner en faveur de dossiers féminins. Et je me suis demandé parfois si c'était une façon de préserver l'exception dans laquelle elle avait été pendant longtemps. » Ok, donc ces témoignages qui sont assez dramatiques nous permettent de voir que les femmes et les hommes ne sont pas du tout soutenus de la même façon pour faire une carrière académique. Je vais continuer avec d'autres témoignages qui montrent que, de nouveau, les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même façon une fois qu'ils ont un enfant ou plusieurs. Par la suite, je vais vous présenter quelques témoignages qui montrent à quel point la maternité peut poser des problèmes aux chefs masculins et puis à quel point elles peuvent poser aussi des problèmes aux chefs féminines. Je vais continuer donc avec une série de témoignages. Le premier témoignage vient de la part d'une doctorante. Elle dit « Je connais un professeur, je peux vous dire que je connais plusieurs, qui dit « On est enceinte d'une thèse et rien d'autre ». Je continue avec le témoignage d'une professeure assistante qui, heureusement, elle n'a pas suivi les conseils de ses collègues. Donc, elle dit « Mes chefs masculins m'ont déjà dit, par exemple, non, non, ta priorité dans 5 ans, c'est ta nomination. Les enfants, tu verras après. » Encore un témoignage vient de la part d'une collaboratrice scientifique. Elle a avoué « Quand j'ai annoncé à mon chef que j'étais enceinte, il m'a félicité. Mais la punition a commencé après mon retour de congé maternité. J'étais prête à soutenir ma thèse. J'ai travaillé comme une malade pendant mon congé maternité. Il n'a pas voulu que je soutienne tout de suite. J'ai attendu 1 an et demi pour soutenir. Enfin, quand j'ai postulé pour un poste de maître assistante chez lui, il m'a refusé en disant que j'avais juste 3 mois de postdoc. Et bien sûr, ce refus constant que je soutienne était bien calculé pour favoriser quelqu'un d'autre, et en l'occurrence, c'était une candidature masculine. Et je vais terminer la partie de témoignage en ce qui concerne les réactions des chefs hommes avec cette dernière citation qui vient de la part d'une maître assistante. Donc, elle dit, une fille que j'ai rencontrée lors d'un programme me disait que quand elle est retombée enceinte une 2e fois, ces 2 profs n'ont pas renouvelé son contrat et lui ont dit « Tu nous as déçus, tu as dit que tu es à fond dans ce truc et maintenant tu es enceinte. » Donc, de nouveau, ce témoignage montre que malheureusement, les femmes, elles ne sont pas perçues comme capables de faire 2 choses, avoir un enfant et puis de faire leur carrière. On va terminer cette présentation avec quelques témoignages qui concernent les réactions des femmes chefs envers la maternité. Le premier vient de la part d'une professeure assistante. Elle dit « Il y a beaucoup de professeurs femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont décourageantes. Pourquoi tu veux faire des enfants? Pourquoi? On m'a même dit une fois, ça n'aide même pas à passer l'aspirateur quand ils sont petits. » Bon. Un autre témoignage vient de la part d'un collaborateur scientifique. Donc, quand je lui posais cette question par rapport aux réactions des femmes et des hommes chefs envers la maternité, il m'a répondu. J'ai vu des femmes avoir des comportements odieux vis-à-vis des femmes enceintes, des professeurs ici à l'université, des cas de mobbing ou d'intrusion extrêmement flagrante dans la vie privée de la personne, en refusant quasiment l'état de femmes enceintes de leurs collaboratrices. J'ai vu aussi des hommes faire ça, bien évidemment, mais ça me paraît d'autant plus marquant quand ce sont des femmes qui le font, qui sont passées par les mêmes étapes, elles-mêmes ayant eu des enfants.
je trouve ça hallucinant. Et je vais finir avec un autre témoignage très choquant qui vient de la part d'une doctorante. Donc elle m'avouait que ma directrice de thèse, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, m'a dit que j'allais gâcher ma carrière, que j'allais gâcher ma vie même. Elle m'a demandé entre les lignes si ce n'était pas possible d'avorter carrément. Je pense que ces résultats parlent elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'être longtemps confrontées. Elles suggèrent que les problèmes du sexisme, les problèmes de manque de soutien et toutes les réactions négatives que les femmes accumulent une fois qu'elles décident d'avoir des enfants peut expliquer très bien pourquoi les femmes elles se découragent, pourquoi les femmes elles se démotivent et pourquoi les femmes elles décident de quitter le monde académique. Donc, si je reviens à ma question du départ, d'expliquer ce fameux phénomène ciseaux, s'il y a peu de femmes dans le monde académique, bon, c'est la faute des universités, c'est la faute des environnements qui ne sont pas du tout amicaux, bienveillants envers les carrières des femmes. Donc, si on souhaite vraiment d'avoir plus de femmes en tant que prof, il faut mettre en place des mesures qui permettent aux femmes de faire carrière dans des conditions qui sont les mêmes que celles des collègues hommes. Et je pense que c'est vraiment le minimum. Merci beaucoup pour votre attention.